Ouais. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Nous nous voyons donc aujourd'hui pour le petit pop, le 10e pop, pardon. Vous avez un parcours atypique dans la bande dessinée, puisqu'en fait vous êtes arrivé à dessiner de la bande dessinée à 50 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez passé le pas? Est-ce que c'est une passion, une opportunité, une rencontre? Un peu de tout en fait. La bande dessinée m'a toujours accompagné depuis que je dessine, c'est-à-dire depuis tout le temps. Quelque part il fallait qu'à un moment l'envie me gagne et surtout que je me donne les moyens d'y parvenir. Et puis il m'a fallu du temps. C'est vrai que mon parcours professionnel a eu plein d'aléas et puis oui, après quelques opportunités, le fait de retrouver Grégoire Seguin que je connaissais de Bordeaux, qui travaillait chez Delcourt, qui m'a donné des pistes pour rentrer dans ce métier. Donc voilà, c'est vrai que c'était un concours de circonstances et puis voilà, un projet qui aboutit. Et vous étiez toujours dans le dessin? Toujours, oui. Comment est née cette saga d'aventure? Le 10e pop, dont le tome 3 est sorti il y a quelques semaines, le tome 4 est je crois en préparation. Le tome 3 est sorti il y a 1 an et le tome 4 sort au printemps. D'accord. En fait, c'est une histoire qui est issue d'un projet qui m'a servi d'histoire bêta où je voulais raconter une autre histoire sur la construction des pyramides. Voilà, et surtout raconter pourquoi les pyramides ont été construites. Bon bref, cette histoire n'a pas donné lieu, mais par contre le fait de m'immerger dans le monde, dans l'Égypte ancienne et de découvrir en fait toute cette cosmogonie, tous ces peuples, tous ces dieux dont on a en fait on a très peu d'éléments. C'est très morcellaire, c'est étalé sur 3 millénaires. Les dieux ont été beaucoup remaniés, réattribués, confondus. Enfin bref, ça faisait quelque chose de très intéressant mais très confus. Et donc j'avais envie de le raconter, mais pas de le raconter comme... Enfin, j'avais pas envie de mettre en scène des Égyptiens et des dieux, j'avais envie de raconter ces dieux, mais d'une façon différente. Et donc je me suis dit, pourquoi pas se dire que c'est le souvenir de quelque chose de plus lointain, voilà, qui s'est passé donc avant notre ère, et ça me permet en fait d'avoir de la distance par rapport au livre sur les dieux, et de prendre tout ce qui me plaît, et de faire le tri, et surtout de conjuguer tous ces éléments qui peuvent être confus, et d'en raconter quelque chose de plus concret à ma sauce. Effectivement, l'histoire pourrait commencer par il y a très très longtemps. Exactement. Alors, pas dans une galaxie lointaine. Vivaient 9 peuples en fait dans une harmonie assez précaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus ce monde et les 9 peuples qui vivent? Alors je suis parti sur 9 peuples parce que le nombre 9 est important chez les Égyptiens. C'est le principe de l'Énéade. Alors j'ai pas suivi l'Énéade qu'on connaît. Uniquement pour des questions pratiques parce que je voulais que les peuples soient facilement représentatifs. Donc j'ai un peu dévié là-dessus, mais je suis allé chercher des dieux et des animaux représentés par des dieux assez faciles à dessiner. Voilà, donc j'en ai pris 9, les plus représentatifs. Donc c'est parti comme ça. Chacun de ces peuples a une caractéristique très, très particulière en fait, dominante. Alors déjà, ils sont tous rattachés à un dieu important et c'est surtout que je leur ai tous donné une identité ethnique parce qu'en fait, dans mon histoire, ils sont censés, sans vouloir le dévoiler, ils vont avoir un rôle. Donc je voulais qu'ils aient tous le reflet d'un peuple existant. Donc c'est pour ça que les Imenti ont un petit côté Maasai, que les Noum ressemblent à des Tibétains, voilà, les Dedouènes ils sont un peu égyptiens, les Ahana ils sont plutôt perses, les taureaux, les Houths ils sont un petit peu minoens, enfin bref, voilà, ils ont tous en fait Euh, ils sont tous le reflet d'une civilisation qui va exister.
Tous ces peuples sont très religieux, vous l'avez dit, ils croient en un Dieu unique, mais c'est une religion qui est aussi très très liée à la magie. Et cette magie, elle serait quoi? Ce serait une partie du pouvoir des dieux déléguée au peuple? L'idée c'est ça, c'est que en fait, le pouvoir des dieux dont les hommes ont l'utilité est proportionnel à la foi ou au nombre de croyants. Voilà, donc les dieux ont besoin des croyants pour en fait se faire représenter sur Terre. Et c'est un peu le ressort qui va lâcher dans l'histoire. Oui, parce que, en fait, le ciment, l'équilibre, il est rompu quelque part par un déo prêtre, des Sahas, Oui. qui va renier en fait les dieux suite à une très très grosse difficulté familiale, puisqu'il a perdu son épouse. On va dire ça. Ça va déclencher une réaction en chaîne, qu'apparemment plus personne ne va maîtriser. La magie de ce fait, en ayant la création d'un artefact, va commencer à disparaître. Et donc, si la magie disparaît, la religion disparaît. Et donc les peuples vont commencer aussi à s'agiter, à se retourner un peu les uns contre les autres. Est-ce que les peuples doivent avoir une croyance commune pour réussir à vivre en harmonie, quelque part? On entre plus dans la philosophie. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est le fond de l'histoire, effectivement, au-delà des animaux et de la mythologie. En fait, voilà, il y a toute cette réflexion que je distille sur la religion et qui est malheureusement trop souvent d'actualité, et sur le fait que la magie en fait sert de ça, c'est-à-dire que la magie est un peu la récompense des dieux envers les hommes. Et d'amener les hommes à considérer la religion plus comme, je ne sais pas trop comment le verbaliser, mais une façon de vivre plutôt qu'un but. Voilà. Et c'est vrai que cette monnaie qu'est la magie pervertit la religion. C'est un peu facile, enfin d'une façon un peu grossière, c'est comme ça que je l'ai traduit dans mon histoire. Et le fait que la magie disparaisse, puisse être enlevée, amène les hommes à envisager la religion différemment. Pourquoi avez-vous fait le choix du dessin animalier sur 8 peuples sur 9, puisque les arts, vous avez... Alors, en fait, c'est encore une fois, c'est un raccourci que j'ai pris. J'ai failli le faire. En fait, les hommes sont censés être représentés par des singes. Parce qu'effectivement, dans les dieux égyptiens, il y a beaucoup de babouins. Sauf que complètement enlever l'homme de l'histoire, ça me gênait. Avoir un peuple babouin qui serait le devenir de l'homme, ça me gênait aussi. Donc j'ai gardé l'homme. Mais j'ai mis l'homme à un niveau égal de tous les autres peuples. Vraiment sans dominance. Ils vivent tous en équilibre, ils ont tous les mêmes dieux, les mêmes pouvoirs. Enfin, pas les mêmes dieux, mais un dieu chacun. Donc, c'était une façon de dire que l'homme que l'homme est un parmi d'autres peuples. Est-ce que vous aviez dès le début envisagé de poursuivre l'aventure au-delà du tome 2? Parce que on peut en parler rapidement. Tout à fait. J'avais une vision très ambitieuse de toute cette histoire parce que je voulais raconter beaucoup de choses, entre autres la mythologie égyptienne, mais en grattant un peu, je me suis aperçu que la mythologie égyptienne avait donné lieu à pratiquement toutes les autres mythologies, à commencer par la grecque, la perse, tout ça ne sont des extrapolations de différentes mythologies qui ont précédé, jusqu'au christianisme où en fait on retrouve beaucoup de symboliques issues de la mythologie, des symboliques égyptiennes. Donc tout ça était assez ambitieux et c'est vrai que de le raconter en 2 tomes, c'était pas possible. Donc pour moi, les 2 premiers tomes qui racontaient une histoire simple étaient censés être le point de départ ou l'épisode 0 de la série. Donc c'est pour ça que je suis parti en fait en me focalisant sur AA, qui est un personnage qui se retrouve embarqué dans l'histoire, plutôt que sur Daouti, qui est le vrai personnage récurrent et principal de la série. Alors AA, moi c'est certainement le personnage qui me plaît le plus. J'ai un faible pour AA, tout simplement. Je ne l'ai pas pris par hasard. Voilà, il dépasse à me rappeler un autre nain assez célèbre, de par sa truculence et pour pas dire sa lubricité quelque part. Tout à fait.
Là, c'était pour la partie dixième peuple. Dixième peuple, dont on voit l'émergence et quand même... le troisième tome relance complètement l'histoire, en fait. Mais le troisième tome rentre dans l'histoire. Les deux premiers mettaient en place l'univers. Le troisième tome est vraiment le premier album qui ressemble à ce que je veux faire, c'est-à-dire me focaliser sur un peuple dans chaque album, tout en continuant à voir l'évolution de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que en fait, dans les deux premiers tomes, on suit AA et on suit la mise en place du peuple, de la série et de ce qui se passe. Là, on en voit vraiment les conséquences en se mettant en retrait et en voyant en fait ce dixième peuple vu par les yeux d'un nouveau personnage principal qui est en l'occurrence une épouse. Vous intervenez, vous êtes aussi le dessinateur d'Asmic chez Soleil, les deux derniers tomes, je crois, qui sont parus. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette série? Le hasard, en fait, Thierry Gloris cherchait un repreneur parce qu'il savait que Jacques ne pourrait pas continuer. Donc, bon, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait déjà fait des essais. Puis on s'est retrouvés tous les deux dans un festival. Et puis moi, j'avais fait que le tome 1, donc j'étais un jeune auteur. Voilà, mais en tant que scénariste, ils sont moins occupés que les dessinateurs dans un festival, donc il avait le temps de se balader derrière. Et puis il a regardé mon album une fois, deux fois, il est revenu. Et puis moi je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, donc vraiment ça a été voilà, sur la base de ce premier album qui m'a servi de carte de visite. Et puis il m'a dit, tu as un trait qui pourrait correspondre à ce que je cherche, est-ce que ça te dirait de faire des essais? Donc je lui ai dit, bah oui, des essais pourquoi? Voilà, donc il m'a montré Aspic. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça, donc j'ai fait des premiers essais, ça lui a convenu. Il les a envoyés à Jacques qui avait validé, puis après à Corinne Bertrand, après Guy Deltour. Donc ça s'est passé comme ça. Et le fait d'arriver à travailler sur le scénario de quelqu'un d'autre alors qu'on est soi-même déjà scénariste, c'est pas très compliqué? C'est différent, c'est un exercice à la fois différent et rafraîchissant parce que justement ça permet de se laisser emporter dans un autre univers et justement de faire une rupture avec le côté unique de ce dans quoi j'étais et de ce dans quoi je suis quand je ne suis pas sur Aspic. Donc c'est vrai que ça me permet en fait de changer et ma façon de travailler et de collaborer avec quelqu'un et d'être emporté dans de nouvelles histoires, un nouveau lieu, une nouvelle époque. Donc non, c'est au contraire ça permet de changer radicalement l'univers. Emmanuel, merci beaucoup pour cette interview d'avant festival.